Bienvenue à une nouvelle leçon du cours pour programmeurs en Java intitulé La sécurité. Alors tout de suite le menu. La sécurité d'un software. Le hacking. On va voir le firewall. Et puis la sécurité dans Java. Alors, la sécurité d'un software. Alors, il n'est nul besoin de vous montrer un petit peu l'ampleur qu'a pris Internet lors de ces dernières années. Alors maintenant, avec les nouvelles technologies qu'il y a, donc si on n'instaure pas un système de sécurité très puissant, on risque bien sûr d'avoir des intrusions, d'avoir des pertes d'informations, voire même des dégâts que peuvent provoquer d'autres personnes à votre poste et ainsi de suite. Donc la sécurité reste une chose primordiale à invoquer au niveau de cette leçon-là. Alors, safe. La caractéristique de ne pas pouvoir créer de dommages au milieu qu'il héberge. Et là, c'est très important parce que maintenant, si vous avez un serveur web qui se trouve sur Internet, alors maintenant, si ce serveur n'est pas sécurisé, et puis c'est un serveur qui allait être visible dans le monde entier et qui peut être très sollicité, donc il y a toujours un risque pour que n'importe quelle personne ou n'importe quel internaute puisse accéder à ce serveur-là et bien sûr le dédommager. Alors maintenant, cette possibilité, elle existe au niveau de la version 1.0 de Java. Non intrusive. La caractéristique de ne pas pouvoir découvrir des informations privées sur le milieu qu'il héberge. Alors maintenant, effectivement, pour pouvoir éviter les intrusions, alors Java, au niveau d'une deuxième version, ou de la même version, a eu la possibilité de pouvoir contrôler les intrusions. Alors le contrôle des intrusions, c'est, si vous voulez, un filtre qui allait permettre à d'autres personnes peut-être de s'authentifier avant de pouvoir accéder à une information, à une ressource bien précise. Alors là aussi, c'est la version 1.1 où on a vu la sécurité de l'intrusion. Authenticated, donc c'est l'authentification. La caractéristique de pouvoir vérifier l'identité des parties en jeu dans le déroulement du programme. Alors effectivement maintenant, comme tout programme au niveau du marché international, vous êtes obligé de vous authentifier avant de pouvoir accéder à ce programme-là. Et ça c'est une chose très importante. Pourquoi? Parce qu'elle permet de savoir un petit peu qui sont les personnes qui se sont connectées à ce programme-là. Et après on va voir maintenant une autre fonctionnalité qu'on appelle l'audit. On peut auditer toutes les personnes qui se sont bien sûr connectés à ce programme et qui ont utilisé ce programme-là. Alors l'authentification reste une chose très importante et on va le voir aussi dans Java. Il existe des bibliothèques qui vous permettent bien sûr de pouvoir intégrer l'authentification au niveau de votre programme développé. Alors là aussi, ça a été fait au niveau de la version 1.1 de Java. Le cryptage. La caractéristique de pouvoir envoyer et recevoir des données cryptées. Alors, maintenant, il y a plusieurs utilitaires sur le marché qui peuvent vous permettre de capturer des messages, si vous voulez, ou des informations, et les capturer et bien sûr pouvoir accéder à d'autres serveurs si vous le voulez. Alors, le fait de capturer tous ces éléments-là, cette méthode a donné l'idée pour pouvoir créer des tunnels et puis de crypter les informations de telle manière à ce que même si une personne capture ces informations-là, elle reste cryptée et cette personne n'aura pas la possibilité, bien sûr, de voir le contenu. Alors, toujours est-il, encore une fois, je le répète, sur le marché, il existe plusieurs utilitaires de capture d'informations sur le réseau. Alors, pour pouvoir éviter, bien sûr, ces captures-là, il y a lieu de faire un cryptage de vos données qui sont envoyées d'un poste à un autre ou d'un serveur à un autre point. Alors maintenant, Java aussi dispose de plusieurs bibliothèques qui donnent la possibilité de crypter, bien sûr, vos données envoyées ou reçues. Alors là aussi, ça a été fait au niveau de la version 1.2 de Java. L'audit, la caractéristique de pouvoir loger toutes les opérations importantes. Alors effectivement, installer l'authentification au niveau de votre poste. Alors maintenant, il est très important de savoir qui s'est connecté à votre base de données, à votre serveur. Alors pour ceci, on déclenche ce qu'on appelle le service d'audit. Alors le service d'audit enregistre
toutes les opérations qui ont été faites au niveau de l'application ou au niveau du serveur là. Alors, toutes les opérations qui ont été faites et toutes les personnes qui ont réalisé ces opérations-là. Alors après, au niveau d'un journal, on consulte ce journal-là pour savoir un petit peu les gens qui se sont connectés et les opérations qu'ils ont effectuées. Et c'est ce qu'on appelle de l'audit. Alors là aussi, Java dispose d'une bibliothèque qui contient des classes qui permettent à un développeur de pouvoir les insérer ou de les implémenter pour pouvoir implémenter l'audit au niveau d'un programme bien précis. Alors là aussi, ça a été fait au niveau de la version 1.2 de Java. Alors nous passerons maintenant à un point suivant, le hacking, phase d'une attaque. Alors, tout d'abord, le footprinting. Alors le hacking, c'est la possibilité de pouvoir accéder à un poste et bien sûr espionner le poste, sinon prendre des informations. Alors là, on va connaître un petit peu toutes les informations sur lesquelles on se base pour pouvoir accéder à un poste bien précis. Alors, le recueil d'informations sur l'objectif qu'on veut, l'adresse IP, la topologie de réseau et les numéros de téléphone. Alors maintenant, si n'importe quelle personne a toutes ces informations-là, c'est-à-dire l'adresse IP, la topologie de réseau utilisée, ainsi qu'un numéro de téléphone, utilitaire, et il y a des personnes ou des programmeurs qui sont très calés, qui peuvent éventuellement accéder à votre machine et bien sûr seront considérés comme des intrus. Et là, c'est une chose très importante, c'est des choses bien sûr qu'il faut vraiment vérifier, parce qu'au niveau de la sécurité, il faut bien sûr que l'adresse IP ne soit pas visible. Alors là, on va la voir tout à l'heure, c'est en installant un serveur NAT que votre adresse IP ne sera pas visible. Qu'est-ce qu'il fait? Il masque la vraie adresse IP du serveur et il ne fait apparaître que l'adresse IP qui a été donnée par un fournisseur d'accès Internet. Mais malheureusement, avec cette adresse IP, on ne peut pas bien sûr pouvoir accéder à un serveur bien précis. La topologie de réseau aussi, parce que maintenant la topologie de réseau, est-ce qu'il est en bus ou en anneau, ou en bus et anneau, ou en étoile par exemple. Alors si une personne connaît un petit peu la topologie que vous utilisez au niveau de votre entreprise, avec les autres informations, donc cette personne aura la possibilité de pouvoir accéder à votre serveur facilement. Les numéros de téléphone aussi. Scanning, liste des ports, les sockets, ainsi que la reconnaissance du système d'exploitation. Alors, comme vous devez le savoir, un système d'exploitation ou un système d'exploitation en réseau, c'est un ensemble de protocoles, c'est un ensemble de ports, un ensemble de sockets, où chaque port est bien sûr affecté à un protocole, c'est un ensemble de sockets aussi. Alors, tout cela, si par exemple une personne est au courant un petit peu des protocoles que vous utilisez, des sockets que vous utilisez, là aussi c'est des choses très importantes qu'il faut bien sûr sécuriser. Alors maintenant, si cette personne-là connaît ces informations-là, elle pourra éventuellement, bien sûr, accéder à votre serveur. Alors maintenant, la reconnaissance du système d'exploitation aussi. Maintenant, si la personne maîtrise correctement le système d'exploitation, comme tout système d'exploitation, vous avez des méthodes qui vous permettent d'accéder. On prendra l'exemple de Windows 2000 Server ou Windows 2003 Server. Si par exemple, vous avez oublié le mot de passe administrateur, vous avez une possibilité de pouvoir accéder à votre poste en utilisant, bien sûr, des méthodes bien précises qui allaient vous permettre, bien sûr, de vous connecter à votre poste sans nom et son mot de passe. L'énumération, les ressources, les groupes, les applications et bannières, et puis les versions des applications. Alors là aussi, c'est un problème. Si par exemple, vous ne maîtrisez pas les ressources et les groupes, lorsque je parle de ressources, ça peut être des fichiers, ça peut être des dossiers, ça peut être des imprimantes, ça peut être des postes. Alors au niveau d'un contrôleur de domaine, si vous voulez, les ressources sont déclarées. Pourquoi elles sont déclarées? Pour pouvoir bien sûr les sécuriser correctement. On ne peut pas déclarer des personnes sans déclarer les postes sur lesquels ils travaillent. On ne peut pas travailler sans déclarer les imprimantes, les dossiers qui sont partagés. Alors maintenant, si on déclare tous ces éléments-là, il y a moyen de créer ce qu'on appelle des unités d'organisation et on peut créer bien sûr de la sécurité pour pouvoir bien sûr protéger toutes ces unités d'utilisation.
Alors, là aussi, il faut absolument être à jour au niveau des versions des applications, c'est-à-dire avoir la dernière version des applications. Donc maintenant, avec l'avantage d'Internet, vous avez la possibilité de vous connecter directement et télécharger les dernières mises à jour et mises à niveau des logiciels. Pourquoi? Parce que les dernières mises à jour et mises à niveau des logiciels contiennent plus d'éléments de sécurité que les anciennes versions. Alors, il faut toujours être à jour. Pourquoi? Parce que ces logiciels-là, les concepteurs de ces logiciels-là, ils sont toujours en écoute permanente des problèmes qui sont causés par les intrusions, par les virus et ainsi de suite. Alors maintenant, ils sont toujours en phase, bien sûr, d'exploitation, en phase de réaménagement, si vous voulez, des logiciels, de la mise à niveau, de leur mise à niveau, en vue, bien sûr, d'affronter tous ces problèmes-là. Le hacking. Alors le hacking, bien sûr, c'est la possibilité de pouvoir surmonter tous ces éléments-là pour pouvoir accéder à un serveur bien précis. Alors maintenant, le hacking, bien sûr, c'est l'exploitation des points faibles. Alors maintenant, effectivement, un très bon administrateur de réseau, c'est un administrateur qui s'y connaît correctement en sécurité pour éviter tous les points faibles. Parce que chaque point faible donnera la possibilité à autrui, par exemple, de pouvoir accéder à votre machine et y faire ce qu'il veut. Alors, le DOS, qui n'a rien à voir avec le système d'exploitation DOS, c'est ce qu'on appelle le Denial of Service, password cracking, le sniffing, et puis le Trojan ou Trojan. Alors tout ça, ce sont des éléments qui permettent d'accéder à une machine lorsqu'elle n'est nullement sécurisée ou lorsque vous laissez un des points faibles que vous n'avez pas sécurisé. Vous pouvez avoir bien sûr des problèmes. Alors au niveau du password cracking, il y a la possibilité des utilitaires qui permettent de craquer par exemple un mot de passe, de le connaître. Alors là aussi, il faut le sécuriser correctement. Il faut instaurer ce qu'on appelle des stratégies de sécurité. Alors il y a plusieurs sortes de stratégies de sécurité. Il y a des stratégies de sécurité au niveau local, c'est-à-dire au niveau de la machine. Il y a des stratégies de sécurité de domaine, donc au niveau de tout un domaine. Et bien sûr, des stratégies de sécurité de contrôleur de domaine. Alors maintenant, il faut absolument avoir connaissance de toutes ces stratégies-là. Parce qu'une stratégie, c'est quoi? C'est un ensemble de règles, et ces règles, il faut les connaître. Et au niveau des stratégies, il y a 3 ou 4 types de stratégies. Il y a la stratégie par défaut, la stratégie de sécurité par défaut qui est installée lorsque vous installez votre système d'exploitation. Mais cette stratégie de sécurité n'est pas très sécurisée. Alors maintenant, vous pouvez éventuellement élever le niveau de sécurité de votre poste en changeant la stratégie. Parce qu'il y a la stratégie par défaut, il y a la stratégie compatible, il y a la stratégie sécurisée et il y a la stratégie qui est hautement sécurisée. Tout dépend maintenant de votre champ de travail. Alors maintenant, si vous avez un environnement où il y a énormément de postes et que vous avez besoin de beaucoup de sécurité, à ce moment-là, il faut implémenter la stratégie hautement sécurisée. Alors je vous donne un exemple très simple. On va prendre le nombre de caractères pour un mot de passe. Au niveau de la stratégie par défaut, donc un mot de passe peut être vide. Au niveau de la stratégie qui est bien sûr sécurisée, le mot de passe doit absolument avoir minimum 4 caractères. Maintenant, si vous choisissez la stratégie hautement sécurisée, le mot de passe doit avoir minimum 8 caractères. Alors là, c'est une règle parmi les règles qui composent les stratégies de sécurité. Les points les plus vulnérables. Le contrôle des accès mal configurés sur routeur ou firewall. Et ça, c'est très important. Alors maintenant, la majorité des administrations ou bien sûr des sociétés n'ont pas de firewall parce qu'ils ne comprennent pas déjà ce que c'est qu'un firewall. Et là, tout à l'heure, c'est un point qu'on va essayer de développer. Alors, sans firewall, on ne peut pas avoir de filtre et on ne peut pas bien sûr sécuriser notre réseau correctement. Sinon, au niveau du routage, parce que maintenant, comme vous devez le savoir, c'est le fait de passer d'un segment à un autre. Alors, au niveau d'une administration ou d'un organisme, vous avez un réseau local. Le réseau local est considéré comme un segment et le réseau Internet est considéré comme un autre segment. Alors, le passage du premier segment à un deuxième segment nécessite un routage. Alors maintenant, si le routage n'est pas fait d'une manière sécurisée, alors automatiquement, vous allez donner la possibilité à d'autres personnes expérimentées de pouvoir accéder à votre réseau. Et c'est une chose que vous devez éviter.
compte utilisateur ou décès avec privilège excessif. Alors là, effectivement, là aussi, il y a un grand problème. Lorsque vous instaurez une stratégie de sécurité au niveau de votre administration ou au niveau de votre société, la chose la plus importante, c'est qu'il faut absolument donner une authentification à chaque personne au niveau de l'administration et maintenant ne pas donner beaucoup de privilèges aux personnes qui ne sont pas permanentes. C'est-à-dire que si par exemple au niveau d'une administration, alors ne jouez pas avec le feu en donnant à ce stagiaire-là un compte, le vôtre par exemple. Parce que premièrement, si l'administration est très bien organisée, il y a de l'audit qui sera fait. Alors l'audit sera fait et à un certain moment, si le stagiaire effectue des erreurs, les erreurs seront bien sûr auditées avec votre nom. Et ça, c'est très grave. Et maintenant, au niveau de chaque stagiaire, il faut savoir lui affecter, bien sûr, une session, un compte d'utilisateur, mais un compte qui n'est pas permanent et avec le plus de restrictions possible. Il ne faut pas jouer avec des sessions, donc donner des sessions à n'importe qui, et puis bien sûr avec plusieurs permissions. Donc il faut savoir un petit peu les permissions qu'il faut octroyer à ce stagiaire-là pour pouvoir travailler. Alors, software non mis à jour, ancien ou vulnérable. Alors là aussi, comme vous devez le constater, maintenant si vous travaillez d'une manière continue ou permanente avec Internet, tous les logiciels qui sont installés au niveau de votre machine vous demandent à chaque fois de les mettre à jour. Pourquoi? Parce qu'au niveau d'Internet, tous les concepteurs de ces logiciels-là donnent la possibilité à tous les internautes de mettre à jour leur logiciel. Et comme j'ai expliqué tout à fait au début, mettre à jour un logiciel peut rendre plus sécurisé ce logiciel-là ainsi que les données dépendantes de ce logiciel. Alors maintenant, un conseil que je vous donne, essayez toujours de vous mettre à jour au niveau de tous les logiciels. Alors maintenant, lorsque je vous dis mettre à jour au niveau de ces logiciels-là, c'est-à-dire qu'il faut aussi avoir une licence et pas une copie. Parce qu'avec une copie, maintenant, c'est vraiment très sécurisé. Vous ne pouvez pas avoir de mise à jour. Et si vous n'avez pas de mise à jour, vous risquez d'avoir des problèmes au niveau de votre sécurité ou la sécurité de votre machine ou de votre entreprise. Politique de password. Alors, comme j'ai déjà expliqué tout à l'heure, au niveau de la stratégie locale, c'est un exemple que j'avais donné, donc, il existe parfois des passwords où il n'y a pas un nombre bien défini de caractères. C'est-à-dire que si vous choisissez la stratégie locale par défaut, elle vous permet d'avoir un password qui est vide. Alors maintenant, un password qui est vide, ça nous crée un problème. Alors maintenant, si vous respectez la stratégie locale par au niveau de l'ouverture de chaque session, elle vous mentionne l'ancienne personne qui nom de l'utilisateur, vous avez le nom de l'utilisateur. Alors maintenant, si vous avez le nom de l'utilisateur, et si cet utilisateur utilise un mot de passe qui est vide, automatiquement, vous donnez la possibilité à d'autres personnes de pouvoir se connecter à votre réseau. Alors maintenant, imposer un nombre minimal de caractères au niveau du mot de passe pour augmenter, bien sûr, votre seuil de sécurité. Services non nécessaires. Alors maintenant, au niveau de votre machine, il ne faut pas installer beaucoup de services parce qu'il y a des services qui permettent à d'autres utilisateurs de se connecter à votre réseau. Alors n'utilisez que les services dont vous avez besoin. Et ça, vous pouvez le constater lorsque vous installez par exemple un système d'exploitation. Il s'installe avec le minimum de services possible. Et c'est à vous maintenant de démarrer les services dont vous avez besoin. Pourquoi? Parce que dès le départ, les systèmes d'exploitation ne chargent pas ces services-là pour un problème de sécurité, pour vous éviter l'intrusion d'autres personnes au niveau de votre poste, voire même au niveau de votre réseau local, de votre entreprise. Absence ou inadéquation des fonctions d'auditing. Alors là maintenant, si vous avez une entreprise, une structure, et que vous ne faites pas d'audit, vous ne pouvez pas suivre ce qui se passe correctement au niveau de votre machine. Alors mais il y a deux sortes d'audits qu'on peut faire. Le premier audit qu'on peut faire, donc, c'est l'audit de la machine, c'est-à-dire qu'on peut auditer les composants d'une machine, les 4 principaux composants, à savoir le réseau, le microprocesseur, la mémoire et le disque dur. Donc on peut les suivre correctement. Et là, si on exécute cette opération, on va être capable maintenant de prévoir les pannes physiques qui peuvent bien sûr surgir au niveau d'une machine.
Alors maintenant, en termes de ressources, vous pouvez aussi auditer toutes les ressources. Auditer une imprimante, par exemple, pour savoir qui imprime au niveau d'une imprimante. Auditer les accès au serveur, c'est-à-dire les gens qui ont ouvert des sessions, par exemple, une journée bien précise au niveau du serveur. L'audit concernant des fichiers ou un répertoire. Donc un répertoire partagé, par exemple, nous voulons l'auditer pour savoir qui s'est connecté à ce répertoire-là et qu'est-ce qu'il a fait au juste. Et ça, c'est très important. Sans audit, vous ne pouvez pas prévoir à une sécurité. Donc c'est pour ça que l'audit est considéré comme un élément primordial de la sécurité. Non-définition ou acceptation de politique de sécurité. Alors là, effectivement, il y a plusieurs personnes qui ne veulent pas instaurer de stratégie de sécurité ou qui ne connaissent pas ce que veut dire une stratégie de sécurité. Alors maintenant, c'est l'occasion au niveau de cette leçon de vous expliquer, comme je l'ai déjà fait tout à l'heure, qu'une stratégie de sécurité, elle est très importante. Une stratégie de sécurité, c'est un ensemble de règles que vous devez déployer au niveau de votre système d'exploitation, sinon au niveau de votre réseau, pour pouvoir avoir le maximum de sécurité possible. Alors maintenant, si vous ne connaissez pas les stratégies de sécurité, c'est l'occasion de vous y pencher pour pouvoir bien sûr sécuriser beaucoup plus votre machine, voire même votre réseau. Le firewall. Alors avant de pouvoir commencer à expliquer un petit peu les fonctionnalités d'un firewall, comme j'ai déjà expliqué bien avant, le problème majeur de serveurs ou de postes en général qui sont connectés sur Internet, c'est le problème de sécurité. C'est-à-dire que il n'est nul besoin de vous démontrer que tous les postes ne sont pas à l'abri d'intrusion et bien sûr de destruction de données. Alors maintenant, pour pouvoir éviter tout ça, donc il y a plusieurs points dont on a parlé tout à l'heure, mais en plus de ça, vous avez la possibilité d'installer ce qu'on appelle un firewall. Donc un firewall, il existe plusieurs types de firewall. Il y a des firewalls physiques, il y a des firewalls logiques. Alors les firewalls, ce qu'on appelle des filtres. C'est-à-dire qu'un firewall, ça peut être une machine, je vais l'expliquer tout de suite, avec deux cartes réseau, et c'est un filtre entre les deux cartes réseau, il y a un logiciel qui filtre. Donc si vous avez par exemple une intrusion, automatiquement elle sera bloquée avant même de pouvoir intégrer le réseau local. Alors là, un firewall est un système qui agit comme filtre entre deux ou plusieurs réseaux ou segments de réseau. Il analyse les headers des paquets de données, voire même les paquets. Tout dépend bien sûr du firewall que vous avez et de la version que vous avez. Alors on vous donne un exemple. Une personne qui se connecte à Internet, alors automatiquement, avant d'accéder au serveur qu'elle veut, elle doit passer par un firewall qui allait filtrer toutes ces informations-là, et puis le serveur que vous voulez. Alors ce firewall, donc pour l'instant, il est schématisé sous forme d'un serveur ou d'un poste. Effectivement, on peut le voir. Et ça, on va voir un tout petit schéma. Alors, vous avez un poste client. Et vous avez votre réseau Internet. Alors maintenant, entre le client et le réseau Internet, si vous installez ce qu'on appelle un firewall. Alors, le firewall, si on le considère comme un poste, c'est un firewall qui doit absolument avoir deux cartes réseau. Une carte réseau qui sera reliée au réseau local et une carte réseau qui sera reliée à l'Internet, au deuxième réseau, au deuxième segment. Alors maintenant, si par exemple il y a une personne qui veut se connecter à votre poste là, elle doit passer par la première carte réseau et entre les deux cartes réseau, vous installez un logiciel. Et ce logiciel-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va bien sûr filtrer toutes les informations. Alors un firewall, il peut contrôler des protocoles. Il peut contrôler des ports. Et ainsi de suite. Donc, il peut contrôler énormément de choses. Alors maintenant, si par exemple, au niveau de votre poste, vous voulez travailler seulement avec le web, sachant que le web, il utilise le protocole HTTP et il utilise le port 80. Alors maintenant, on peut au niveau du firewall
autoriser seulement le protocole HTTP ou autoriser seulement le port 80 qui correspond au protocole HTTP. Ou bien on peut faire le travail inverse. Par exemple, je règle le firewall à ne pas accepter par exemple les paquets FTP. Alors FTP, c'est un protocole. Le port, c'est les ports 20 et 21 qui sont utilisés pour le protocole FTP. Alors vous pouvez régler votre firewall pour ne pas accepter le protocole FTP et le port 20 et 21. Alors maintenant, si vous avez une personne qui se connecte au niveau de votre poste pour du FTP, alors automatiquement, lorsque l'information parvient à ce serveur qu'on appelle le firewall, si par exemple c'est le protocole FTP ou le port 20 ou 21, alors automatiquement il sera bloqué à ce niveau-là et il ne va pas parvenir à accéder au réseau ou à votre poste. Alors là, c'est un point très fort des firewalls. Alors maintenant, il existe deux types de firewall, le firewall physique et le firewall logique. Le firewall physique, c'est des machines qu'on utilise. Le firewall logique, c'est des logiciels. Alors, le firewall physique, ça peut être des petits appareils là, mais non pas avec deux cartes réseau, mais peut-être avec plusieurs cartes réseau. Et le firewall logique, c'est un poste normal avec deux cartes réseau, avec un logiciel que vous installez. Et au niveau du logiciel, il faut savoir le paramétrer correctement pour qu'il puisse faire passer telle information et bien sûr ne pas faire passer une autre information. Alors une chose est très importante pour vous illustrer un petit peu le firewall. Si par exemple au niveau d'une administration vous avez tout le personnel qui s'amuse à utiliser par exemple le MSN. Alors maintenant, pour les gens qui utilisent le MSN, pour les privés ou pour leur interdire de travailler avec ça, donc au niveau du firewall, par exemple, on interdit le hotmail.com, par exemple, ou on interdit le MSN, sachant un petit peu le port qu'ils utilisent, on peut l'interdire. Alors maintenant, dès que les gens vont se connecter, s'ils lancent le MSN, automatiquement, ils n'auront pas de réponse ou ils auront un message d'erreur. Et à ce moment-là, on aura filtré un petit peu toutes les informations. Alors, configuration, langage de programmation. Alors, interface graphique et puis interface textuelle. Effectivement, pour un firewall maintenant, pour pouvoir l'exploiter correctement, il va nous falloir un langage de programmation. Il va nous falloir des interfaces graphiques et puis des interfaces textuelles. Et tout ça, c'est des paramétrages à faire au niveau du firewall pour pouvoir le configurer correctement pour qu'il puisse filtrer le maximum d'informations. Alors, les types de firewall. Il existe un type de firewall hard et soft. C'est comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que au niveau hard, c'est peut-être un pour le marché avec plusieurs cartes réseau que vous installez au niveau bien sûr d'une armoire avec les switches et que vous configurez par un poste bien précis. Sinon, vous pouvez avoir un firewall au software. Ce firewall, vous pouvez l'utiliser avec un poste normal, avec deux cartes réseau. Et entre les deux cartes réseau, vous installez un logiciel bien précis que vous pouvez éventuellement configurer pour filtrer, bien sûr, toutes les informations qui passent via ce serveur. Alors, vous avez des types de firewall stateful et stateless. Alors, la différence qu'il y a, c'est que les firewalls stateful, c'est des firewalls qui sont assez complets, mais aussi assez complexes au niveau de leur configuration. Alors là, c'est des firewalls qui sont dédiés à de très grandes structures, comme des banques. Alors, vous avez le stateless, c'est des firewalls qui sont aussi puissants, mais qui sont moins compliqués que les autres, et que vous pouvez utiliser pour des petites entreprises, si vous voulez. Alors, les problèmes typiques. La fausse ou les fausses sécurités, la falsification des headers, les attaques sur les services qui sont permis. Alors, tout ça, les erreurs dans la gestion des protocoles et le hacking du firewall à travers les bugs connus. Alors, en principe, même avec un firewall, il y a des génies maintenant qui ont la possibilité de pouvoir, bien sûr, aller au-delà de ce firewall-là. Donc, c'est pour ça que les gens qui doivent utiliser ce firewall-là doivent avoir une très bonne connaissance du routage, doivent avoir une très bonne connaissance des réseaux locaux, doivent avoir une très bonne connaissance, bien sûr, des ports, des protocoles, des noms de sites, ce que vous voulez, pour pouvoir, bien sûr, savoir et connaître la configuration exacte que vous devez implémenter au niveau de votre firewall. Alors, sécurité dans Java.
Alors, Java Sandbox. Alors, au niveau de Java Sandbox, la sandbox de Java est un milieu opérationnel dans lequel vit une application. Donc, effectivement, l'environnement Java nous crée un environnement indépendant où sera logée, bien sûr, votre application. Et cet environnement, puisqu'il ne dépendra pas de l'environnement de la machine, donc c'est un environnement qui sera à l'abri des attaques qui peuvent surgir au niveau de votre machine. Et là, c'est un point fort pour le langage de programmation, et c'est un point qu'on ne trouve pas chez tous les langages de programmation. On peut définir quelles sont les ressources accessibles à partir de la sandbox. Alors, du moment que vous avez un environnement propre à votre application, alors vous pouvez définir effectivement les ressources qui vont être utilisées, les services qui vont être utilisés. C'est comme un firewall, si vous voulez. Un firewall, donc c'est un logiciel que vous allez utiliser et vous allez autoriser telle ou telle chose et ne pas autoriser d'autres choses. Là aussi, vous avez un environnement, donc c'est vous-même qui allez créer l'environnement. L'environnement est créé, mais vous pouvez aussi le paramétrer pour accepter, bien sûr, tel service, tel composant, et ainsi de suite. Historiquement, il est né pour les applets. Pourquoi il est né pour les applets? Alors, comme vous devez le savoir, au niveau des applets, c'est des applets qui vont être insérés au niveau de pages HTML ou de pages XML, si vous voulez. Alors, bien sûr, ces applets-là, ils auront besoin d'une machine virtuelle pour pouvoir travailler. La machine virtuelle, elle est considérée comme un environnement. Alors, tout à fait, au début, historiquement, il a été né pour les applets. C'est-à-dire que pour pouvoir donner aux applets la possibilité de pouvoir être compilés dans une machine virtuelle, donc ceci a été conçu dans ce sens-là. Alors, Java 2 a étendu le modèle aussi aux applications. Alors, tout à fait, au début, ils ont créé un environnement pour les applets. Mais maintenant, avec le deuxième environnement de Java, ils ont créé aussi des environnements pour toute application qui va être développée. Alors, application et applet, avec Java 2, les différences de sécurité entre application et applet ont diminué. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait un grand nombre de problèmes entre les applets et les applications. Pourquoi? Parce qu'au niveau des applets, il y avait une certaine sécurité puisqu'elles avaient un environnement spécial où elles pouvaient tourner. C'est la Java Virtual Machine. Alors que pour les applications, ils avaient aussi la Java Virtual Machine, mais pas autant sécurisée. Maintenant, avec la deuxième plateforme de Java, vous êtes plus en sécurité, tant au niveau des applets qu'au niveau des applications. Alors, le browser où tourne l'applet dans le rôle de l'application Java décide les politiques de la sécurité pour un sous-processus. Effectivement. Maintenant, si vous avez un navigateur, ce sont bien sûr la stratégie de sécurité appliquée au navigateur qui va être appliquée à l'environnement où va bien sûr être exécuté votre applet Java. Et ça, c'est très important. Donc, il y a toujours une dépendance avec le browser ou, bien sûr, si vous voulez, le navigateur comme Internet Explorer, comme Netscape, pour pouvoir implémenter votre sécurité. Alors, Java et les systèmes d'exploitation, si vous voulez, la sécurité d'un software, l'intersection entre la sécurité du software même et celle du système d'exploitation. Alors, effectivement, maintenant, si vous implémentez une stratégie locale au niveau de votre poste, et si maintenant, au niveau de votre application, il y a une autre stratégie de sécurité qui a été installée. Alors maintenant, vous allez avoir une combinaison entre les deux. Ça crée des problèmes. Mais maintenant, si vous le faites d'une manière très professionnelle, vous allez bénéficier et de la sécurité du système d'exploitation et bien sûr de la sécurité de l'application. Alors, les éléments de la sandbox, il y a tout d'abord le bytecode qui doit être vérifié. Les classes loader aussi, les accès, access controller, la sécurité manager, donc la gestion de la sécurité, Java.security package, donc le package Java.security, key database, donc la clé des bases de données. Alors tout d'abord, le bytecode à vérifier. Donc, parmi les éléments de sécurité qui sont installés, bien sûr, au niveau de cette bibliothèque et de ces classes-là, donc la première des choses, c'est qu'il faut vérifier la validité avant de pouvoir, bien sûr, l'interpréter. Il serait possible de produire du bytecode illégal
avec des instruments légaux. Alors maintenant, il y a des petits malins qui s'amusent avec Java même pour créer bien sûr du bytecode qui est illégal et qui peut provoquer bien sûr des problèmes au niveau de votre machine. Le contrôle d'une série de règles est bien respecté. Alors, une stratégie, c'est un ensemble de règles. Alors, au niveau aussi de Java, avec ces commandes-là, on peut éventuellement régler ou vérifier l'authentification de ces règles-là. On va voir un exemple concret, par exemple, regardez. Alors, vous avez tout à fait en haut une classe qui a été créée et vous avez ici l'implémentation de cette classe-là. Alors, public class, carte de crédit, si vous voulez. Public string code, ça veut dire que la carte de crédit doit avoir, par exemple, un code de cette manière-là. Alors, on va créer une classe test où on va intégrer, si vous voulez, la nouvelle classe. C'est-à-dire que CC crédit, CR, et vous allez créer une nouvelle instance de cette classe-là. Alors, dès que vous allez créer cette nouvelle instance, automatiquement, vous allez avoir une vérification de ce code-là, est-ce qu'il est fait ou il n'est pas fait. Alors, et puis, system.out.println, c'est pour sortir sur écran un petit peu le code qui a été affecté au niveau de cette variable-là. Security Manager, donc la gestion de la sécurité. Alors, le Security Manager est la classe qui permet à un software Java de réglementer la sandbox avec des permissions. Alors là, vous avez une stratégie de sécurité, d'accord? Cette stratégie de sécurité, elle doit être appliquée aussi pour les applications que vous allez développer. Alors, la Security Manager, elle permet de contrôler la sécurité au niveau des accès et des permissions. Alors, les permissions, vous avez des fichiers de policy. Donc, les fichiers de policy, c'est les fichiers de stratégie de sécurité. Les autorisations s'expriment avec des instructions. Alors, grant permission class, permis, c'est la commande qu'il faut utiliser pour insérer des permissions. Alors, $java-home, et là, vous faites appel à une certaine bibliothèque et une bibliothèque de sécurité, de stratégie de sécurité. Alors, employer un fichier de policy, un fichier de stratégie de sécurité. Java-java.sécurité.policy est égal file underscore policy. On appelle la classe -a-exécuter. Alors là, c'est pour pouvoir implémenter une classe de sécurité ou un fichier de sécurité qui est déjà fait par Java. Alors autrement dit, maintenant, Java met à notre disposition un ensemble de classes pour la sécurité et pour, bien sûr, implémenter une stratégie de sécurité au niveau de votre machine, sinon au niveau de votre réseau, de votre administration. L'exemple des RMI, dans le chapitre 9, a besoin d'un fichier de policy qui permet la liaison à travers socket. Alors maintenant, si vous avez suivi le chapitre 9 correctement avec nous, vous allez pouvoir faire la comparaison entre, bien sûr, les RMI et, bien sûr, le besoin qu'ont ces RMI-là pour pouvoir, bien sûr, instaurer ou implémenter un système de sécurité. Alors maintenant, si vous avez toujours besoin d'informations complémentaires, vous pouvez toujours vous connecter au site de Netuno en cliquant sur le lien Made Netu.